C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Giuliano. Salut mon copain. Salut, salut. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, je sens qu'on va bien parler aujourd'hui. Alors, on va parler de quoi? On va parler de Serie A et plus particulièrement des deux clubs du Milan. Vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Au XXIe siècle, quelle est la meilleure équipe entre l'Inter et le Milan? Je vais défendre, ça paraît assez logique, l'AC Milan, pendant que Giuliano, lui, défendra l'Inter. On est toujours OK? On est toujours OK. On est toujours OK. Alors, je vais débuter en lançant mon petit chrono et on va lancer les hostilités. Voilà, c'est parti. Alors, je tiens à préciser dès le départ qu'au XXe siècle, 20e siècle, hein, j'insiste bien, l'AC Milan affiche un meilleur palmarès que l'Inter. 3 Scudetti de plus et une Copa supplémentaire, 5 trophées pour les deux, mais une légère petite avance pour le Milan. Alors, si je commence comme ça, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que je sais que sur le 21e siècle, ça va être un petit peu plus difficile d'arriver à défendre le Milan. Mais j'ai quand même des armes. Alors, même si je suis obligé de débuter par ça, le 21e siècle débute quand même plutôt bien pour les Milanais, avec la génération de 2002-2003 et avec la victoire contre la Juve en fin de saison. Alors, même si sur cette période du 20e siècle, du 21e siècle, l'Inter a gagné plus de trophées, euh, en général, le Milan a remporté plus de Coupes d'Europe. Bon, il y en a qui vont dire que c'était pas trop difficile. C'est une petite pique gratos. Mais le Milan a quand même remporté plus de titres. Et en fait, remporté plus de titres sur la scène européenne. Et pour moi, en fait, c'est ce qui va faire la différence dans ce débat. C'est que le Milan, de 2002 à 2012, a gagné avec des joueurs qui ont su, on va dire, se renouveler et toujours repousser leurs limites. Là où pour moi, l'Inter a profité du Mojipoli pour asseoir sa domination et véritablement être l'équipe qu'on a connue remportant le triplé. Mais pour moi, ça a manqué de continuité. Et cette continuité-là, post-2010, bah, ça a donné une période de trou pour les deux clubs milanais. Et quand on regarde bien, encore une fois, le Milan a moins de trophées. Je sais, j'ai terminé, le timer a fini. Mais je sais que le Milan a moins de trophées. Mais pour moi, ce qu'a fait le Milan de 2002 à 2012 et ce qu'il a entrepris sur cette fin de 21e siècle actuel, eh ben, je pense qu'avec ça, ça suffit pour que le Milan soit devant. Mais on va débattre. Et d'abord, je te laisse faire ton petit avis tranché. Alors, eh bien, moi de mon côté, je vais plutôt me baser sur les chiffres, hein. En fait, j'ai eu l'idée un peu de ce sujet parce que j'ai vu passer sur Twitter un, une image qui donnait un peu les meilleurs, les clubs les plus titrés du 21e siècle. Et, euh, et là-dedans, je vois l'Inter, je vois pas le Milan. Je vois l'Inter avec 20 trophées et le Milan n'est même pas dans le top 10, quoi. Alors que dans l'imaginaire collectif, le Milan, un des meilleurs clubs du monde, c'est indiscutable, même pour moi. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai beaucoup de respect pour le Milan, contrairement à la Juve. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi qu'on peut discuter. Et donc voilà, ça m'a étonné et c'est vrai qu'en y repensant avec du recul, l'Inter, au niveau chiffres, est largement devant. Euh, donc en fait, on a 20 trophées depuis donc, la saison 2000-2001 et tandis que le Milan en a 12. Alors c'est vrai, le Milan en a 3 Ligues des Champions, l'Inter n'en a qu'une seule, mais c'est un triplé.
Je sais pas si ça pèse un petit peu plus lourd une seule Champions dans la balance. Ça vaut peut-être pas trois Champions, ça je peux l'accorder. Mais voilà, c'est quand même une prouesse qui n'avait jamais été accomplie avant. Et alors, ben, tout ce qui est au niveau euh, comment classement, au niveau confrontation directe, niveau classement, eh bien j'ai aussi compté. Le Milan est arrivé 7 fois devant l'Inter depuis la saison 2000-2001, tandis que l'Inter est arrivé 14 fois devant. C'est double. Oui, ça fait Et mal. donc ouais, c'est le double. Euh, et alors aussi au niveau des confrontations, eh bien, on a 21 victoires pour le Milan, 25 pour l'Inter, 12 matchs nuls, 73 goals pour le Milan, 77 goals pour l'Inter. Donc même là, ça penche du côté des Nerazzurri. Ok, bon, bah, je pense que là, on a lancé le débat. On a pas mal d'éléments qui peuvent nous permettre d'affiner un petit peu ça. Moi, j'insiste sur un truc particulier parce que, alors, ok, ça fait partie de mon argumentaire, mais pour moi, je trouve que la force du Milan, ça a été justement au début de ce 21e siècle, donc à partir du début des années 2000, c'est d'avoir créé un véritable état d'esprit. Alors, tu me diras, l'Inter aussi, dans cette période-là aussi, à des joueurs majeurs qui vont rester. Évidemment, le plus célèbre, c'est Zanetti. Mais moi, c'est ça qui m'a dérangé, en fait, alors, au-delà évidemment de la rivalité, mais c'est plus, on va dire, le côté l'Inter a dominé et a lancé sa domination véritablement sur la Serie A. Et derrière ça, derrière 2010, ben, j'ai la sensation qu'en fait, derrière, ça retombe véritablement, à la différence d'un Milan qui, comme je l'ai dit, gagne en 2002-2003, mais derrière, ça continue en 2004, en 2005, jusqu'à à peu près 2012, même s'il y a des périodes où ça commence à redescendre. Mais cette génération-là, les Gattuso, les Nesta, Inzaghi, Pirlo, tout cela sont restés ensemble. À la différence, je trouve, mais toi tu vas me dire aussi ce que tu en penses, de l'Inter, où j'ai eu la sensation que il y a eu la fin du Mojipoli, le triplé de 2010, et après, ça retombe. C'est là où j'ai du mal, en fait, à rehausser l'Inter. Alors que, Mhm. je le précise comme toi, c'est un club énorme pour lequel, moi aussi, j'ai énormément de respect. De toute façon, je pense que des deux côtés, on a beaucoup de respect vis-à-vis du rival. Mais je te rejoins là-dessus parce que vraiment l'Inter a très mal géré son poste triplé et c'est là vraiment que s- on aurait dû perpétuer en fait cette domination. Il y a eu la C'est ça. domination pendant 5 ans avec le Calciopoli ou Mojipoli comme tu l'appelles. Euh, et parce que bah, les rivaux étaient déforcés. Faut dire ce qui est, faut être objectif à un moment. Donc les rivaux étaient déforcés, même si je trouve que le Milan est quand même bien revenu assez rapidement dans Ah la bah oui. course, Ah oui, oui, je suis et d'accord. alors que la Juve était très déforcée, parce que forcément quand tu tombes en série B, bah, ça a des impacts aussi financiers, bien moindres que si ça t'arrivait aujourd'hui, mais quand Mhm. même à l'époque. Et c'est sûr que bah, l'Inter a vraiment mal géré donc le triplé qui, avec les sous que tu amasses, avec la notoriété que tu amasses aussi, ben justement, tu dois rebondir là-dessus, tu dois mieux gérer. Après, bon, il y a eu des histoires liées à la crise économique aussi qui a touché Moratti, qui était le président à Mhm. l'époque. Il a Mhm. eu des problèmes d'argent, il y a eu une mauvaise gestion, que ce soit au niveau financier, donc au niveau global du club, mais évidemment au niveau des joueurs, quand on voit que on a continué avec des vieillards qui étaient Mhm. inventables à un moment, on n'a pas réussi à bien renouveler l'équipe. Donc voilà, c'était un échec sur plusieurs points. Et ça a coïncidé aussi avec la Banderera du Milan. Il y Ah, a eu la Banderera de l'Inter et du Milan en même temps. c'est qu'en fait, on va dire, même si l'Inter est en train de digérer ce fameux succès que tu es en train de décrire, il y a une lente descente aux enfers du côté des deux clubs
qui fait que quand tu regardes, on va dire d'un peu plus près justement ce 21e siècle, tu es obligé de voir qu'il est séparé en deux en fait. Il y a vraiment deux parties, on va dire assez distinctes. Parce que bah, sur cette deuxième décennie du 21e siècle, mais c'est catastrophique. Les deux clubs descendent, ne se qualifient quasiment plus pour les Coupes d'Europe. Le Milan, c'est dramatique, ça se qualifie même pas pour l'Europe. Donc ces deux clubs-là sont déclassés en fait à cette période-là, alors que début des années 2000, Bah oui, le Milan est au top et l'Inter est présente. exactement. J'en veux pour preuve la fameuse demi-finale de 2002, 2002-2003, où il y a les deux clubs qui s'affrontent. Donc ça montre bien que ces deux clubs-là sont en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas rien. Et je rajoute qu'à cette époque-là, la Juve fait aussi l'autre demi-finale. Donc il y a trois clubs italiens. Donc le niveau de la Serie A est bien plus élevé. Le niveau de ces deux équipes-là est bien plus élevé. Et que derrière, bon, on va continuer notre évaluation, mais derrière, ça a été quand même dramatique pour ces deux clubs de se retrouver à ce point derrière. Et derrière qui? Derrière la Juve. Ouais. Et après, je relance un peu une petite pique, mais Mhm. dans cette Bantorera, l'Inter a été moins nul que le Milan. Alors, je vais avoir du mal à te contredire parce que c'est vrai que cette période-là, le Milan les enchaîne. Maintenant, de mémoire, j'ai quand même l'impression quand même que l'Inter les enchaîne aussi. Mais t'as Ah oui, peut-être oui, on était nuls, hein. On était catastrophiques tous les mais deux. l'Inter était peut-être un Mais peu au-dessus. Mais euh, l'Inter était voilà, un peu au-dessus. genre, nous, on n'a pas fini 10e, quoi. 10e, c'est waouh, un classement à deux chiffres, c'est un truc de fou. Ah non, mais Déjà, vas-y, déjà vas-y. huitième, on a terminé huitième, c'est la pire place qu'on ait faite. Et, c'est déjà fou, mais dixième, tu vois, il y a un cap, quoi. Ah bah oui, oui, non, bah, c'est un cap mathématique et puis Ouais. c'est un cap aussi de niveau, ah oui, de situation de performance. Donc pour moi, cette période-là, qui est horrible, elle va au moins donner place à la deuxième partie, c'est-à-dire le retour au premier plan des deux clubs du Milan. Et on va dire depuis 4 5 ans, l'Inter pour toi aussi est encore devant sur justement ce projet de reprise et de retour au plus haut niveau? L'Inter est toujours devant. Bah, on l'a vu encore l'année passée, en 2023, quatre derbys gagnés par l'Inter, aucun goal encaissé. Voilà. Après, ça, on peut en débattre maintenant parce que c'est dans le sujet. Pour moi, le Scudetto gagné par le Milan, c'est un Scudetto offert par l'Inter. Je, Ah, je- ah, voilà. ah. Alors Parce que vraiment, là, oui. vraiment, théoriquement, pour moi, l'Inter était vraiment Dessus. au-dessus, Bah oui. mais on a craqué, quoi. On a fait n'importe quoi, on a perdu des points inutiles, et pas qu'à Bologne quand Radou fait sa connerie qui nous coûte un but et qui nous coûte aussi des points décisifs. Mhm. Mais c'est vraiment tout au long de la saison, ça a été voilà, perdre des points inutilement alors qu'on avait vraiment la possibilité de faire mieux. Euh, on, on perd contre le Milan alors qu'il y avait vraiment aussi la possibilité de faire mieux. Enfin, tout au long de la saison, moi j'ai vu une équipe de l'Inter théoriquement plus forte, mais qui était plus sujette à des erreurs, à de la maladresse, et une équipe du Milan qui, À comme Naples profiter. l'année passée, bah, tu vois que tu es dans une bonne dynamique, tu vois qu'il y a moyen d'aller le faire, bah forcément, ça te booste, ça, ça augmente un peu ta motivation. Donc, Ah, ils en tu ont crois jusqu'au profité. bout, et oui, oui, c'est Ils en ont ça. profité. Ils ont senti qu'il y avait une opportunité avec l'Inter, pardon, à ce moment-là, qui était un peu, comme tu l'as dit, en train de perdre des points bêtement. Et je sais pas s'ils avaient la peur de le remporter une seconde fois. J'en sais rien. Mais clairement, le Milan l'a senti. Donc, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le Milan a une équipe inférieure à l'Inter depuis 4 5 ans. Depuis, oui, voilà, on va dire depuis réellement que Berlusconi est parti et que il y a la fin de l'arrivée et d'Eliott et de Redbird, on voit bien la qualité de l'effectif, elle est meilleure pour l'Inter. C'est pareil, ça me fait mal, mais c'est une réalité. Ouais, on l'a vu. Ce qui était le plus marquant, c'était pour la demi-finale de Champions
où là, on a vraiment vu la différence actuelle. Maintenant, je suis obligé de rappeler que dans cette période-là, bah, ça fait 15 coups d'étau partout. Ça fait que de 2010 jusqu'à 2023, eh ben, allez, je ne compte même pas celui de 2011. Allez, 2010, le triplé de l'Inter et celui de 2011 du Milan, je ne les compte pas, mais sur cette dernière décennie, il y a Mhm. 15 coups d'étau partout. Bien sûr, oui. Parce qu'il y a eu cette Banterera qui a touché, comme on a dit, les deux clubs. Et, euh, et les deux clubs se sont relevés plus ou moins en même temps. Et c'est intéressant aussi de voir comment elles se sont relevées. D'un côté, tu as Inter qui a beaucoup investi avec Zhang, donc avec l'arrivée des propriétaires chinois, qui au début, ça devait être l'Eldorado, hein. Ah oui, oui, Puis, oui, oui, oui. Bah, et puis au final, mais oui, parce que ça aussi, c'est intéressant de le rappeler, c'est que quand la famille Zinc est arrivée et a racheté l'Inter à Toir, ils arrivaient avec énormément de sponsors, avec un projet vraiment gros, avec une domination à installer. Et puis, ce qui s'est passé, bah, c'est le Covid, qui a été une énorme perte pour ah oui. la société donc, de Suning, propriétaire de l'Inter, et pour beaucoup de sponsors donc qu'on a perdu et pour aussi la législation chinoise qui a commencé à restreindre, voire interdire euh, comment on dit, l'injection d'argent dans des clubs étrangers, dans des entreprises étrangères. Ouais, des fonds propres dans des clubs, dans des structures Voilà, étrangères. les investissements, voilà, Mhm. c'est le mot que je cherchais. Les investissements à l'étranger ont été limités, voire interdits. Et donc, Bah, ça Ça a, retarde. vra- ça a vraiment empêché le projet d'aller à son terme parce que quand on voit, quand Conte arrive après Spalletti, bah, il y a des moyens qui sont injectés. On va acheter Lukaku, on va acheter Hakimi. Bah, c'est quand même 30-40 millions Ah, mais ce pour l'un, mercato-là, c'est 80 pour l'autre. ah Enfin, ouais, il y a- on est loin de cet été ici où on va acheter des Cuadrado gratos, tu vois. ou Enfin, d'Arnautovic ou ce genre Arnautovic de, voilà. à 10 balles, enfin voilà. Euh, donc il y avait vraiment un projet. Donc on injectait beaucoup d'argent, plus que ce qu'on avait, mais parce que derrière, il y avait un plan Ouais, d'investissement, un vrai plan sur la durée où la rentrée d'argent devait suivre, quoi. Il y avait même des rumeurs comme quoi Suning devait être le sponsor officiel sur le maillot et ça aurait été 100 millions par an, bah, comme le Qatar Airways le fait avec le le PSG, PSG. ouais, ouais. Donc c'est de l'autofinancement, de l'autosponsoring qui aurait été vraiment jackpot pour l'Inter. Bah, Voilà, qui aurait pu peut-être, on va dire, accélérer voilà. le développement. Et après, c'est là aussi où, mine de rien, on est obligé de constater, c'est que ces deux clubs-là, et encore plus l'Inter, puisqu'elle fait finale, mais ces deux clubs-là ont entrepris maintenant leur retour au premier plan. Parce que l'Inter, quand elle fait finale de Champions, bah, c'est pas rien en fait. Ça marque les esprits. Et le Milan, de la même manière, quand il fait demi-finale, il y a il y a un rappel un petit peu de l'histoire et un petit peu un rappel de ces deux clubs. Maintenant, Mhm. et ça pourra nous permettre, on va dire, globalement de clôturer notre débat. C'est-à-dire que ils ont l'un et l'autre entrepris leur, leur marche en avant pour revenir ce qu'ils pouvaient être. Et dans ces deux projets, euh, j'ai tendance à penser que celui du Milan a peut-être plus de chances sur la durée de payer, là où je trouve celui de l'Inter est, est peut-être un petit peu trop dans le moment, mais pas trop forcément dans la préparation. Maintenant, Mais on ouais, pourrait se débattre. c'est une conséquence de ce que j'ai expliqué avec ce projet qui a été euh, qui a été pas annulé, mais Oui, avorté, qui a été ouais, ouais. voilà, même pas. En fait, on a dû changer notre fusil d'épaule. L'Inter est allé vraiment pas tête en avant, mais à coup d'argent, de manière assez brute, alors que le Milan s'est sorti de la Banterera avec peut-être des moyens plus intelligents, aller chercher des jeunes, miser sur des jeunes, sur du scouting. euh,
quand on voit qu'il gagne le Scudetto avec une équipe très jeune comme ça et avec beaucoup de noms qui étaient inconnus avant d'arriver au Ah Milan, oui, pas se mentir, hein. je veux dire, sur ce point-là, le Milan, oui, a beaucoup de mérite. Et certainement, je pense que sur la durée, ça va être intéressant de suivre ça, mais ça va peut-être être quelque chose de lent. Mm. L'Inter, de son côté, a injecté de l'argent. Ici, ils essayent ils doivent baisser la masse salariale, et d'ailleurs, ils l'ont baissé cet été, et ils vont continuer à le faire. Et de toute façon, tant que la Serie A n'aura pas réglé ce problème de droit télé, l'Italie sera en retard de manière générale, Ah, que mais ce soit clairement. l'Inter, le Milan, la Juve, Naples, tout ce que tu veux. Donc, au niveau de l'argent, on est tous un peu dans le mal. Euh, et, m- mais l'Inter, vu sa position d'ancien champion d'Italie il y a 2, 3 ans, euh, de finaliste ici de Ligue des Champions, doit quand même préserver ce standing. Ah oui, ah non, Donc, mais de toute façon. voilà, ce que je veux dire en fait, c'est que des deux côtés, il y a cette envie et ce projet de continuer pour rester au top de l'Italie et de pouvoir être compétitif même en Europe, mais de manière totalement différente. Et même si pour moi, la réponse à ce débat, c'est oui, l'Inter est meilleure que le Mhm. Milan au XXIe siècle. euh, le Milan a peut-être des moyens plus sûrs, voilà, et une meilleure sécurité pour le futur au niveau économique, C'est parce ça. que ce projet de jeune fonctionne bien. C'est ça, et que après, on va dire dans les stratégies des deux clubs, bon bah évidemment, ça prend des directions différentes. Maintenant, évidemment, on peut juste se réjouir, je pense, du retour de ces deux clubs-là au premier plan, parce que c'est aussi bah ouais, c'est deux clubs phares en fait qui Mhm. permettent aussi, tu viens de le décrire avec la Serie A qui souffre depuis plusieurs années économiquement, mais c'est vrai que ces deux clubs-là permettent encore de remettre encore la Serie A un peu au haut niveau. Et j'en veux pour preuve aussi certains derbys qu'on a pu avoir ces dernières années, où je trouve que le niveau est en train de revenir petit à petit avec des vrais matchs intéressants, alors que, bon, assez logiquement, au Ah milieu ouais. des années 2010, il y avait certains derbys, je vais pas te mentir, mon ami, je m'endormais, j'étais à deux doigts de commencer à m'endormir pendant certains derbys. Donc, c'est vraiment que ces deux clubs-là, ça fait plaisir de les revoir. Maintenant, voilà, pour conclure notre débat, est-ce que l'Inter est devant? Bah, moi, je reste sur ce que je dis. C'est-à-dire, l'Inter a plus de trophées en général. Donc, si on s'arrête là-dessus, bah oui, factuellement, l'Inter est une meilleure équipe au 21e siècle. Mais sur ce qu'ils ont pu dégager et sur ce qu'ils ont pu marquer, comment ils ont pu marquer les esprits avec cette fameuse génération 2002-2012, euh, je reste sur mes positions. Maintenant, je dois reconnaître que et tes arguments et c'est vrai que cette domination, allez, on va dire 2006, 2010, 2010, elle est tellement énorme que le Milan est obligé à cet endroit-là pas de s'incliner, mais de reconnaître la supériorité de l'Inter. Donc, je vais garder pour moi pour pas perdre la face, pour essayer de défendre bien mon Milan. Je vais essayer de me dire que le 21e siècle n'en est encore qu'à ses débuts et qu'on a encore le temps pour pouvoir faire le bilan définitif de ces deux clubs. Maintenant, oui, en 2023, même si ça me fait mal avec le maillot que je porte, j'ai l'impression quand même que l'Inter est plus forte au 21e siècle. Après, comme tu dis, dans les années 2000, au début des années 2000, de 2000 à 2010, c'est vrai que on pense au Milan, je pense que même des personnes qui ne sont pas fans amoureuses du calcio vont savoir te citer plein de joueurs du Milan. Ils vont savoir te citer Maldini, Dida, Kaká, Shevchenko, Inzaghi, Pirlo, Gattuso, Seedorf.
Alors voilà, que ceux de l'Inter, Cafu, tu vas les avoir évidemment, parce que des mecs comme Samuel, des mecs comme Meto, quand ils viennent à remporter la Ligue des Champions, ouais, euh, mais c'est ça, on va te citer les joueurs de 2010, en fait. c'est ça. On va te citer Eto'o, on va te citer peut-être Milito pour ceux qui se souviennent de Oui, lui, parce oui. qu'en général, c'est Eto'o que ceux qui ne suivent pas le calcio se rappellent. On va te rappeler Zanetti, bah, parce que quand même la longévité est là. Julio César, parce que c'était quand même la classe et c'était brésilien. Euh, peut-être ouais, Snyder, parce qu'il a fait la finale de Coupe du Monde aussi. Oui, mais on Mais va dire que, comme tu l'as dit, dans l'inconscient, la génération de 2002 à 2012 du Milan a plus marqué les esprits parce que tout simplement, je pense hmm, qu'ils sont restés plus longtemps ensemble. Et que même s'il y ouais. a eu des défaites, il y a eu des grosses victoires, mais il y a aussi des grosses défaites, mais ce groupe-là est resté ensemble. Donc, Mhm. à un endroit, c'est un peu plus simple pour marquer les esprits quand ton équipe, année après année, elle ne perd qu'un ou un joueur ou, au max. Alors que l'Inter a eu plus de turnover dans cette partie-là. Maintenant, si on devait faire la liste des joueurs qui sont passés par les deux équipes, je pense que on est bien d'accord, c'est du très lourd des deux côtés. Parce qu'il faut signaler aussi la différence de gestion de Berlusconi avec le Milan d'un côté et de Moratti avec l'Inter de l'autre. Ah ouais, C'était aussi totalement différent. ah oui, Parce que clairement. Berlusconi savait gérer un club comme il gérait une entreprise Mhm. avec Galliani. Il savait aller où chercher les joueurs. Il avait une équipe de scouting qui était performante. Voilà, il y avait des idées, etc. Moratti, c'est- c'était un supporter. Oui, C'était ah un oui, supporter de oui, oui, l'Inter. oui, oui. Lui, il voulait un joueur, il mettait la thune dessus et il le prenait, quoi. Recoba, c'était ça. Ah, c'est Euh, ça. comment Pour moi, Recoba, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple, Ouais, Recoba, Recoba, c'est le plus c'est gros. ça. Moratti, donc, ce qu'il faisait, c'était vraiment acheter des joueurs au feeling, alors que Berlusconi, c'est sûr que c'était un peu plus réfléchi, même si, bon, il y avait des moyens qui étaient aussi investis. Donc voilà, moi, quand on pense, quand on reprend la question initiale, quelle est la meilleure équipe? Je dirais donc l'Inter parce que au niveau des trophées, même si il faut reconnaître aidé par le Calciopoli, euh, et même s'il y a eu la Banderera, euh, l'Inter était moins nul que le Milan. Donc quand on dit quelle est la meilleure équipe, c'est pas celle qui a surpassé vraiment. L'Inter est devant, mais de peu, parce que euh, ce qui pèse beaucoup, c'est les Ligues des Champions du Milan que l'Inter n'a pas eu. Et une Ligue des Champions, je je sais pas ce que ça vaut en termes de quantité de trophées, mais ça pèse très lourd, quoi. Ah Euh, bah ça marque les esprits déjà et je pense aussi que ça te situe aussi le niveau de pareil le niveau de performance et on l'a bien vu cette année avec l'Inter ne serait-ce que se retrouver en finale alors même si après on peut se dire que c'était au début des années 2000 donc c'était une autre époque et tout ça n'empêche que la concurrence c'était quand même important et se retrouver à ces niveaux-là de performance et remporter les trophées faire plusieurs finales consécutives eh ouais, forcément, ça marque les esprits. Et même si en termes de trophées, bah, ça fait moins, bah, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le côté, les esprits, tu les marques aussi avec des joueurs, avec des épopées et avec des gars qui peuvent rester 5 à 6 ans, voire plus, où c'est plus facile pour le public de s'identifier à ces mecs-là. Maintenant, voilà, ça nous permet de terminer. Oui, l'Inter et le Milan restent des clubs énormes pour la Serie A et même pour on va dire en Europe. Maintenant, ouais, on va dire pour conclure, moi j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner par exemple cette saison. Et c'est pour montrer aussi que ces deux clubs-là ont bien entamé, on va dire, leur redressement. Parce que même si après on pourra, ça pourra amener un autre débat, même si le Napoli et la Juve seront à voir, pour moi, les deux gros clients cette année pour la Serie A, pour moi, je mets les deux clubs du Milan. moi, je vois quand même la Juve revenir au premier plan, parce que Tu, sans Coupe d'Europe, t'as de la marge, quoi. Mais bon, ouais. C'est vrai que cet argument-là peut marquer. Maintenant, quand je vois les deux effectifs, je me dis quand même que les deux Milan ont une vraie belle carte à jouer. Et Mhm. pareil, eux aussi, ils vont perdre des points en Champions, mais ils ont aussi la possibilité de rebriller encore en Ligue des Champions. Donc ça, rien que pour ça, j'ai quand même hâte de voir ça. On Bon, espère. Giuliano,
Giuliano, je te remercie pour ce débat. Même si tu as Bah, merci à défendu toi. l'Inter et que ça me transperce le cœur, bon, tu l'as quand même fait avec classe et avec brio. Et en plus, tu n'as pas manqué de respect au Milan. Donc ça, là, franchement, je te tire mon coup de chapeau. Bah, merci à toi pour l'invitation. Et ouais, bah, j'essaye de rester quand même un peu objectif, même si je suis pour l'Inter. Euh, et voilà, j'espère qu'on fera quand même une bonne saison, qu'il y aura toujours cette rivalité avec le Milan cette saison et que l'Inter va garder sa série de victoires consécutives dans le derby. Ouais, tu vas terminer là-dessus. Bon, bah, c'est quoi? De toute façon, mon écran est en train de partir. Donc là, c'est vraiment le moment pour nous c'est vraiment pour nous d'arrêter. Écoute, je te remercie encore pour ce petit moment. Tu reviens tu reviens ici quand tu veux. Et puis, bah, pour nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas surtout à nous donner vos avis et vous nous donner vos commentaires. C'est ce qui nous permet d'avancer et c'est ce qui fait avancer le débat. Et pour nous, vous n'oubliez pas, vous gardez en tête qu'on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Ciao, ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC depuis une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.